Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par la rédaction de Notre Temps. Je suis Marie-Ève Gualbert, rédactrice en chef pour le mensuel Notre Temps, et j'ai avec moi Marie-Alexandra Desfontaines, qui est chef de service Art de Vivre. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mon jardin à l'heure du réchauffement climatique. Alors, vous le savez, depuis quelques années, les propriétaires de jardins doivent faire face à la sécheresse, aux restrictions d'eau. Durant les derniers étés, les gazons grillaient sous le double effet du manque de pluie et de la chaleur. Conséquence, tout jardinier qui se respecte s'interroge sur la meilleure manière d'adapter son jardin, notamment pour économiser l'eau. Bon, alors, cette année, les nappes phréatiques débordent, les sols sont gorgés d'eau dans de nombreuses régions, sauf peut-être dans le sud de la France. Le jardinier, lui, ne sait plus à quel saint se vouer. Comment, dans ce contexte, faire évoluer sa pratique du jardinage pour conserver un jardin agréable été comme hiver? Pour en parler, nous avons la chance aujourd'hui d'être en compagnie d'Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Versailles et du parc de Trianon, chroniqueur télé, radio et auteur de nombreux livres. Parmi les derniers, Alain, je voulais citer le Dictionnaire amoureux des arbres et le livre de la rose. Merci encore une fois d'être avec nous. Je précise pour les internautes qu'ils peuvent poser des questions au fil du webinaire. Nous essaierons d'y répondre à la fin de la conférence. Voilà. J'ai aussi avec moi une technicienne qui me demande si tout le monde entend bien. Donc, internautes, chers internautes, manifestez-vous pour nous répondre. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'on a des réponses? Tout est OK, a priori. Voilà. Alors, Alain Baraton, première question. Je dirais pour commencer, peut-être un mot sur ce climat changeant et qui ne facilite pas la vie des jardiniers. Donc, on attend la sécheresse, finalement, on a de la pluie en excès, on espère de la douceur, on a du gel, difficile d'anticiper. Le maître mot du jardinier n'est-il pas, dans ces conditions, la biodiversité? Et j'ai envie de dire pourquoi est-ce si important de la favoriser et concrètement, comment on fait? Alors bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bonjour Marie-Ève et bonjour Marie-Alexandra. Et je suis donc très heureux d'être avec vous pour parler d'un domaine qui me passionne, à savoir le jardin. Je voudrais rappeler, pour reprendre vos propos, que la qualité première d'un jardinier, c'est la patience, et puis également de temps en temps de s'accommoder avec les conditions climatiques. Ce que l'on vit aujourd'hui n'est peut-être pas amusant pour le jardinier. D'ailleurs, le jardinier, je le rappelle, est une personne, un homme ou une femme, qui se plaint souvent du temps. Il fait trop chaud ou trop froid, il pleut trop ou pas assez. Le jardinier, par définition, n'est jamais content. Toujours est-il que, effectivement, depuis quelques années, eh bien, nous enchaînons des périodes de sécheresse et des périodes d'humidité, des périodes de froid et des périodes de canicule. Et si le jardinier est quelque peu perturbé par ce problème climatique, eh bien, les plantes le sont davantage. Donc, la première règle qu'il faut observer, c'est privilégier, c'était donc déjà mon premier conseil, le régionalisme. Je crois que c'est très important. Une plante, elle est habituée à une région, car le climat que nous vivons aujourd'hui, ne rêvons pas. Il y a eu la même situation il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ce que nous vivons est perturbant, mais n'est pas exceptionnel. Donc, le régionalisme. Et puis, vous l'avez dit vous-même, vous parlez de biodiversité. C'est important. Mais qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité, pour faire simple, c'est le respect du vivant. Et les plantes sont des êtres vivants. Lorsque vous plantez des végétaux, par exemple, à distance normale et respectable, lorsque vous cessez de détruire toutes les petites bestioles qui vivent autour, eh bien, vous verrez que les plantes seront mieux à même de lutter contre le déséquilibre. La biodiversité permet, ça peut sembler aberrant, à un rosier de résister à une invasion de pucerons. La biodiversité permet à un chêne de mieux résister à la sécheresse simplement parce que son environnement a été respecté et il est en mesure de mieux résister aux problèmes. Lorsqu'une personne, lorsqu'un homme, par exemple, fait un malaise et que tout le monde s'agglutine autour de lui, la première chose que feront les secouristes est de demander aux personnes présentes de s'écarter simplement pour que la personne puisse
respirer. Eh bien, c'est ça la biodiversité, c'est simplement permettre aux plantes de respirer. Donc, biodiversité, respect des plantes locales, et puis respect, et je ne cesse de le dire, respect des saisons. Nous sommes en avril. Alors, vous êtes beaucoup trop jeune, Marie-Ève et Marie-Alexandra, pour vous souvenir de ce dicton. Il y avait autrefois un dicton dont on parlait beaucoup. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, dans le jardin, c'est la même chose. En avril, nous ne sommes pas à l'abri du retour du froid. Il faut donc ne pas sortir les plantes gélives maintenant. Il ne faut pas s'acharner à vouloir tout de suite planter des tomates. C'est beaucoup trop tôt. Se souvenir qu'il y a un cycle pour les jardiniers, mais aussi pour les plantes. Alors justement, Allez, vas-y, Alexandra. justement, on parle de plantes. Quelles sont celles qui supportent à la fois les fortes pluies, les sécheresses excessives et atypiques? Quelles sont les variétés les plus économes en eau et plus globalement celles que nous devons choisir pour faire face à tous ces dérèglements? Nos jardins, finalement, vont-ils peu à peu changer de visage? Alors, pour répondre déjà au niveau des besoins des plantes, une plante, c'est une personne, en fait. Et pour savoir si une personne est heureuse, il suffit de s'intéresser à son histoire. Si vous-même, Marie-Alexandra, j'apprenais que vous êtes née en Islande et que vous avez vécu dans ce pays jusqu'à vos 25 ans, j'en déduis que les hivers rigoureux ne vous font pas vraiment peur parce que vous avez l'habitude du froid et vous serez mieux à même, bien entendu, de résister au gel. C'est donc la même chose. Pour savoir quelles sont les plantes qui résistent le mieux à la sécheresse ou à la canicule, renseignez-vous sur leurs origines. Si je vous dis par exemple que les tomates ont été découvertes au Pérou et au Mexique, voyez-vous franchement que ces deux pays sont connus pour leurs précipitations outrancières et pour un climat très humide. Il y a des forêts humides, certes, mais en général, non, ce sont des terres secs. Donc, la tomate est une plante qui résiste parfaitement, vous vous en doutez, à l'élévation des températures. Toutes les plantes originaires d'Afrique, là encore, elles ont peut-être besoin d'humidité, mais elles vont supporter le domaine, comment dire, les températures importantes. Donc, les plantes qui supportent les élévations de température sont toutes ces plantes qui sont nées soit sur le continent africain, soit en Amérique centrale, et il y en a quantité. Les œillets d'Inde, les roses d'Inde, les bégonias, quantité de ces végétaux, les pétunias, sont donc des plantes qui n'ont pas du tout de problème de température. Mais attention, qui dit élévation des températures dit également problème en eau. Ce n'est pas parce qu'on plante des végétaux qui supportent le soleil qu'ils ne sont pas gourmands en eau. Donc là, il faut être prudent. Eh bien, il faut aujourd'hui effectivement apprendre à changer nos habitudes. Un massif floral sous vos fenêtres a-t-il de l'intérêt si tous les jours on doit arroser pendant 1 heure? Je n'en suis pas sûr. Parfois, un arbuste peut remplir le même effet décoratif qu'un petit massif avec quelques fleurs. Une jardinière que l'on ne peut pas arroser quand vous partez en vacances et que vous retrouvez sèche à votre retour, est-ce vraiment intelligent? Est-ce vraiment utile? Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment choisir des végétaux rustiques, des végétaux qui ne demandent pas trop d'arrosage. Il y en a quand même quantité. Il y a un petit truc qu'il faut retenir, c'est qu'en général, pas toujours, mais en général, plus une plante a des feuilles grandes et plus elle a besoin d'eau. Hein. C'est la raison pour laquelle les cactés, par exemple, eux, ont minimisé leurs feuilles en les transformant en aiguilles. Donc, absence de feuilles, pas besoin d'eau. Grande feuille, besoin d'eau. C'est une technique pour savoir maintenant quelles sont les plantes gourmandes. Mais il est vrai que le réchauffement climatique va obligatoirement aujourd'hui influer sur nos manières de choisir les végétaux. Je vous cite un exemple à Versailles, au niveau des arbres. Quand je suis arrivé à Versailles il y a maintenant une éternité, nous plantions quantité de hêtres en encadrement des allées. Et le hêtre est un arbre que je trouve merveilleux pour l'écorce et son feuillage en automne. Le hêtre ne supporte pas les changements climatiques. Il est en train de disparaître, pas seulement de Versailles, mais carrément de France. Arrêtons de planter des hêtres. On est en train de perdre son temps. Je pense que dans 40 ou 50 ans, il n'y aura plus de hêtres. Arrêtons de planter des ormes. Les ormes sont sujets à la graphiose. La graphiose décime tous les arbres, tous les arbres. On aura beau vous dire qu'avec un petit peu de chance, ne rêvez pas. Il mettra 10, 15 ou 20 ans avant de contracter la maladie, mais il le fera et il va mourir. Les buis. Nous savons qu'actuellement, il y a des maladies sur les buis et qu'il y a des insectes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planter de buis. Je dis simplement que tant que
moyens pour lutter contre les problèmes des bulles ne sont pas réglés, attendons avant d'en planter. Arrêtons d'engager des travaux pour une durée de 2 ou 3 ans et ensuite observer de manière un petit peu triste les conséquences. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est créer un jardin qui soit beau, qui soit facile d'entretien. Le jardinage doit rester une activité de plaisir. Mais je vais quand même vous donner un truc, parce que ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Ce sont les pelouses. Moi, à titre personnel, les gazons très courts et très verts en été, je trouve ça un tantinet vulgaire. Mais je suis certain qu'il y en a qui nous écoutent là, qui aiment bien avoir un gazon parfait en été. Je ne vais donc pas les critiquer. Mais ce que je sais, par contre, c'est que vous, Marie-Ève, si vous partez en vacances avec, vous avez une petite maison, par exemple, et une pelouse, eh bien, ne tondez pas votre pelouse avant de partir en vacances. Laissez l'herbe grimper, car l'épaisseur de l'herbe va protéger la terre des rayons du soleil. Et quand vous allez revenir, l'herbe sera jaune incontestablement, mais il vous suffira de tondre court pour qu'elle démarre beaucoup plus rapidement que si vous aviez tondu juste avant de partir. Autre exemple pour vos jardinières, vous avez des géraniums, en fait des pélargoniums. Le pélargonium, lui encore, est une plante originaire, je parle de celui que l'on met sur les balcons, d'Afrique du Sud, dans des endroits où les étés sont très secs. Et le pélargonium est une plante qui aime bien assurer une descendance. L'objectif du pélargonium, c'est de faire des enfants pour que la famille continue à vivre. Eh bien, quand vous cessez en été d'arroser un pélargonium pendant quelques temps, que fait-il? Eh bien, il fleurit abondamment. Persuadé qu'il est en train de mourir, avant de mourir, que veut-il faire? Assumer une descendance. Il va donc produire des fleurs plus que de raison. Alors, il ne faut pas le faire trop souvent, il faut lui donner de l'eau de temps en temps, mais arrêter d'arroser en été un pélargonium, c'est l'encourager à fleurir davantage. Voilà donc une belle façon de pallier biodiversité, économie d'eau et fleurissement avec le pélargonium. Vous êtes en train de nous dire, Alain, qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'arrosage, non? Oui, bien évidemment. Vous savez, on passe son temps, depuis 30, 40, 50 ans, depuis que je fais ce métier, j'entends dire autour de moi certains principes sur l'arrosage ou sur le jardinage en règle générale, et je m'étonne. Je m'étonne. Alors, au début, je me contentais d'être étonné. Et puis, avec mon ancienneté et mon sens un petit peu aigu je suis un petit peu fouineur parfois, je me suis dit, et si on testait sur le domaine, là où je suis, là où je travaille, eh bien, ce que j'ai lu ou appris. Et je me suis rendu compte que quantité d'informations étaient fausses. Je vais vous en donner une qui est certainement la plus, comment dire, la plus frappante, la taupe. Nous connaissons tous la taupe, cet Oui. animal qui gars et qui va sous terre. Aujourd'hui encore, j'entends dire que pour tuer une taupe, parce que je dis n'est pas joli, j'aime pas tuer les bêtes, mais on nous dit qu'il suffit simplement de mettre du ver pilé ou du barbelé sous terre. La taupe est aveugle, elle arrive, elle se pique, elle saigne, elle est hémophile et elle meurt vidée de son sang. Voilà ce que j'entends dire depuis 30, 40 ans. Eh bien, je vais vous apprendre une chose si vous l'ignorez. La taupe, elle n'est pas bête, elle va pas aller directement bien entendu, dans le barbelé, mais elle n'est pas hémophile. Les taupes n'ont jamais été hémophiles. Pourquoi continue-t-on de dire cette contre-vérité? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais arrêtons de tout croire sur l'arrosage, sur les vertus, mais je crois qu'on va parler sur les vertus du paillage, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors justement, hein, sur l'arrosage, on a beaucoup d'idées reçues. Euh, Par exemple, est-ce que le goutte à goutte est efficace? Est-ce que l'arrosage automatique est une bonne idée? Faut-il arroser tout chaque jour en même temps? Voilà. Et est-ce qu'il y a éventuellement des plantes qui ne nécessitent pas d'arrosage et qui permettraient aussi d'économiser de l'eau? Alors, restons dans les on-dit, dans les traditions. Combien de fois ai-je entendu dire que arroser en plein soleil faisait brûler les feuilles, faisait brûler la plante? Totalement faux. C'est une légende, mais elle est facilement démontable. Il est évident que s'il y a une pellicule d'eau sur la feuille, avant que celle-ci ne fasse loupe sous l'action du soleil, l'eau se sera évaporée. Il n'y a donc aucun risque de brûlure. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la plante, elle, s'est mise en situation pluie. Et oui, les plantes ont des comportements internes en elles qui varient en fonction du soleil ou de la pluie. Et quand il pleut, il y a des nuages. Quand il y a des nuages, il n'y a pas de soleil. Ce qui veut dire que la plante a plus ou moins ouvert les portes par là, ou peut éventuellement faire les échanges gazeux. Arroser une plante en plein soleil ne la brûle pas, mais lui crée un stress.
c'est mauvais pour la plante et le stress fragilise la plante et peut-être à l'occasion de déclenchement de maladies. Alors, l'arrosage, j'ai quelques règles à respecter. Le goutte à goutte, pourquoi pas? Le goutte à goutte a l'avantage, quand vous partez en vacances, d'arroser gentiment la plante. Mais est-ce que vraiment, c'est vraiment le mieux? Je me pose des questions. Le goutte à goutte pour les plantes, c'est un peu comme le goutte à goutte pour les humains. Quand vous faites du goutte à goutte, généralement, c'est que votre santé n'est pas au top, hein. Et vous-même, Marie-Ève ou Marie-Alexandra, je doute que vous buviez au goutte à goutte. Vous aimez bien un verre d'eau, mais boire deux petites pipettes d'eau, je ne suis pas sûr que ça vous dirait. Donc, le goutte à goutte, oui, quand il y a de grandes cultures de plantes, quand on est un professionnel ou quand on a, par exemple, des plantes dans des pots, dans des balcons difficilement accessibles, pourquoi pas? Le goutte à goutte est donc à réserver avec modération. Puis de grâce, quand vous avez des massifs de fleurs comme des rosiers, avec du goutte à goutte, où on ne voit plus les rosiers, mais on voit les tuyaux sur le sol, avouez que c'était quand même pas très esthétique. Deux, on arrose le matin de bonne heure ou tard le soir, pour une raison simple. S'il fait très chaud, il faut que l'eau ait le temps de descendre en profondeur dans la terre pour que la plante puisse l'absorber. Arroser en pleine journée ne sert à rien. L'eau n'aura pas le temps d'atteindre les racines, à moins de trop arroser. Donc, arroser tôt le matin et arroser tard le soir. Autre chose également, il vaut mieux arroser une plante régulièrement que beaucoup de temps en temps. Ça, c'est très mauvais également. Et puis, souvenez-vous d'une chose que j'aime bien parce qu'elle est paradoxale, mais quand vous avez une plante qui est inondée et qui a les pieds dans l'eau, elle ne peut plus absorber l'eau parce que les racines sont étouffées par le manque d'oxygène, le manque d'air, et une plante inondée meurt de soif parce qu'elle ne peut plus absorber l'eau. C'est un petit paradoxe. J'ai entendu dire, vous allez me confirmer ou pas, Alain, que il vaut mieux arroser peut-être un peu moins souvent, pas tous les jours en tout cas, pour laisser aux racines la possibilité d'aller chercher plus profond de l'humidité. Et ça permet aussi à l'arbre d'être plus résistant parce que ses racines sont plus profondes. Vous me confirmez? Oui, c'est une remarque judicieuse, effectivement. Et vous avez, pour accompagner vos propos, un exemple précis, à savoir le gazon. Lorsque vous semez un gazon, il faut bien sûr l'arroser pour que les graines germent rapidement et que le sol se couvre rapidement de ces petits brins verts qui feront plus tard tout votre bonheur. Mais une fois que l'herbe a été vraiment à lever, eh bien, il est bon de ne pas trop arroser. Pour une raison simple, vous venez de le dire, Marie-Ève, quand vous arrosez régulièrement un gazon, les racines qui ont pour mission de capter l'eau, sachant que l'eau vient du ciel, eh bien les racines vont rester en profondeur. Et pour peu que vous partiez et que vous ne puissiez plus arroser, la plante risque vite de souffrir. Alors qu'en arrosant moyennement ou en arrêtant même pendant quelques temps d'arroser pour faire souffrir, entre guillemets, la plante, eh bien, elle va envoyer en profondeur les racines pour capter l'eau là où elle se trouve, au fond de la terre. Donc, effectivement, pour le gazon ou pour les arbres, il est bon de temps en temps de laisser la plante envoyer les racines en profondeur pour mieux résister au manque d'eau. C'est ce que font certains figuiers. Et là, je vais vous donner un chiffre qui va vous donner le tournis. Il y a quelques figuiers en Israël, par exemple, qui sont capables d'envoyer à 140 mètres sous terre des racines pour justement piocher l'eau là où elle est. Raison pour laquelle vous avez des plantes, même en plein désert, capables de vivre parce que s'il fait très chaud à l'extérieur, les racines, elles, sont en profondeur là où il y a de l'eau. On imagine que c'est vrai aussi pour les oliviers, par exemple, qui peuvent durer des siècles, enfin vivre des siècles. Oui, parce que les plantes ont des facultés d'adaptation relativement rares. Prenez l'exemple de la vigne. La France est un pays viticole, hein, donc célébrons la vigne. Eh bien, lorsque les températures sont caniculaires, la vigne se place en coma. Elle cesse de bouger, à savoir qu'elle ne vit plus, elle ne respire. Elle est comme dans un coma, parce que justement, en extérieur, on ne bouge pas, mais sous terre, les racines, elles partent pas instantanément, il faut du temps, mais elles partent à la recherche d'humidité pour pouvoir continuer à alimenter la plante. Alors, vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, le paillage. On imagine que le paillage, ça peut permettre d'économiser l'eau. Enfin, vous allez nous expliquer. Et puis, on voit bien dans les jardineries, hein, il y a différents types de paillage. Alors, quels sont les meilleurs à adopter, les erreurs à éviter? Voilà, et dans quelles circonstances
poser du paillage. Le paillage est à la mode. Le Voilà. paillage est tellement à la mode qu'on finit même par oublier que la terre, elle est belle, que la terre, elle se travaille bien quand il n'y a pas de paillage, et que la mer au printemps, la terre, pardon, est même capable de dégager des senteurs que moi, personnellement, je trouve agréables. Prenez les premières terres humides au printemps, je trouve ça absolument merveilleux. Alors le paillage, oui, il a des raisons d'être. Le paillage, en règle générale, en temps normal, peut permettre de limiter l'évaporation de l'eau, permet d'éviter la prolifération des plantes dites adventices, pour faire simple, les mauvaises herbes, et peut même, de par la structure même du paillage, donner au massif une apparence esthétique. Donc je ne critique pas le paillage, je critique l'utilisation abusive du paillage. Tout à l'heure, dans notre préambule, Marie-Ève, vous parliez de cette saison qui était, dans la plupart des cas, très humide. Eh bien, si vous paillez aujourd'hui votre potager, par exemple, eh bien, vous allez faire un paillage sur une terre humide, champignons, maladies, vous allez vite regretter, parce que si vous empêchez eh bien, justement l'eau de s'évacuer de la terre, que devient-elle quand la terre est déjà imbibée d'eau? Donc, jamais de paillage sur une terre humide. Donc déjà, ça limite l'utilisation. Mais allons plus loin. Admettons que vous avez planté un joli massif, allez, j'allais dire de tomates. Là aussi, il faut être prudent avec le paillage. Parce que dans le potager, le paillage permet à quantité de bestioles, je pense aux surmulots, de se déplacer discrètement sans aucune publicité. Ils sont chez vous, là où vous produisez de la nourriture, ils se déplacent sans être vus et vous vous étonnez ensuite d'avoir dans votre jardin eh bien, des parasites. De temps en temps, il faut également savoir ce que l'on veut. Je rappelle aussi que quand on a un jardin sans paillage, on donne un petit coup de griffe ou un coup de binette. Et tous les jeunes étudiants en horticulture apprenaient autrefois qu'un binage vaut 2 arrosages. C'était l'adage que l'on enseignait. Et puis, au niveau du paillage, je vais vous donner un autre exemple qui est, je crois, le plus parlant. J'ai autour de moi des jeunes collaborateurs, et ils sont très nombreux, qui de temps en temps me regardent comme si j'étais centenaire et comme s'il fallait que j'évolue quelque peu. Alors, je me dois de les laisser faire. Je fais en sorte qu'ils puissent s'exprimer. Et j'ai donc vu l'an dernier, lorsqu'il y avait la canicule, ils étaient très contents d'avoir mis dans certains lieux une importante couche de paillage. Et l'eau ne venait pas, l'eau ne venait toujours pas. Et quand l'eau venait, quand enfin il pleuvait quelque peu, bien l'eau du ciel, au lieu d'arroser la terre, elle arrosait le paillage. Et donc la pluie ne servait à rien. Donc le paillage, oui, en quantité raisonnable, uniquement quand on en a besoin pour limiter vraiment l'évaporation de l'eau et se souvenir que le paillage laissé sur un sol peut modifier la structure du terrain et avoir des conséquences fâcheuses pour les années qui suivent. Donc le paillage, on l'utilise quand c'est nécessaire et on le retire après. D'accord. Mais alors, quel type de paillage? Parce qu'on voit des copeaux de bois, on voit aussi des copeaux d'ardoise, enfin, Oh, il y a des aiguilles de pin, en effet, oui. je crois qu'il y a tous les styles de paillage. Alors, à Versailles, du temps d'André Le Nôtre, c'était pas du paillage, mais on mettait de la brique pilée et de la tuile, c'était très chic, ça donnait des couleurs. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont aujourd'hui des parcs à la française avec des broderies de buis. Mais généralement, le paillage, ce sont maintenant des broyages de végétaux qui sont parfois teintés, qui ont différentes couleurs. Je crois qu'il existe tous les types de paillage et qu'en fait, il faut se faire plaisir, choisir généralement les moins coûteux, parce que le paillage est destiné souvent eh bien, à être jeté, et toujours choisir par contre un paillage qui peut finir sans problème sur le tas de compost. Je vous rappelle que l'intérêt du jardin, c'est d'avoir justement une vie exemplaire en matière d'écologie. Ce n'est pas la peine de produire des légumes chez vous, c'est pour remplir encore davantage les poubelles que celles du voisin. Donc, un paillage, il y a quantité de déchets végétaux, il y a la sûre, il y a quantité de paillage qui feront parfaitement l'office. Là, la liste, elle est vraiment très longue. Alors, je reviens au propos du début, Alain. On parlait donc de la crainte de la sécheresse. Et puis, cette année, à part une toute petite partie de la France, on est grosso modo un peu sous l'eau. Et les nappes phréatiques sont pleines. Est-ce qu'on arrive je dirais, à pallier ces deux extrêmes dans un jardin, ou est-ce qu'à un moment donné, vous parliez du régionalisme du jardin, enfin dans le choix des plantes. On est obligé de rester sur ce choix de la région
quitte à un moment donné à perdre un certain nombre de plantes. Enfin, on a l'impression que le grand écart, enfin, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des plantes comme ça qui résistent un peu à tout? Est-ce que le grand écart est possible entre Mais la sécheresse et généralement, l'humidité? oui, c'est généralement les plantes qui sont originaires de la région là où vous avez votre jardin sont capables de résister au climat tel que vous venez de l'annoncer. Oui. Un jardinier, je dis toujours un jardinier ou une jardinière, bien entendu, le métier est en train de se féminiser de plus en plus et j'en suis d'ailleurs très heureux. Mais le rôle d'un jardinier n'est pas comme André Lenôtre que faisait ici même il y a 400 ans de contraindre la nature, mais de l'accompagner, de tenir compte de ses caprices. Et si les jardiniers qui nous écoutent savent qu'il est encore trop tôt, par exemple, pour semer des poireaux, parce que le poireau se sème dans une terre chaude et pas trop humide. Si vous semez maintenant des poireaux, vous aurez des problèmes. Donc, si vous respectez le délai, si vous n'êtes pas à 8 ou 10 jours près, eh bien, pour travailler, vous n'aurez pas de soucis. À Versailles, par exemple, nous avons eu de gros problèmes pour la tonte des pelouses. Là, il y a un réel problème. Il pleut tous les jours ou presque, l'herbe grandit à une vitesse démentielle et on a du mal à tondre parce qu'on sait bien que quand l'herbe est mouillée, c'est beaucoup plus difficile à tondre. Aujourd'hui, miracle, il fait soleil. Hier, à Versailles, il pleuvait. Aujourd'hui, il fait beau et il fait chaud. Toutes les tondeuses sont sorties, on en profite. Donc, on adapte le geste du jardinier au temps qu'il fait. On attend que la terre sèche quelque peu avant de planter les végétaux trop fragiles dans les terres humides. On attend de planter les plantes gélives, le froid risque de revenir. C'est une école de patience. On ne s'affole pas, on ne s'énerve pas. Si vous avez une petite véranda avec dedans quelques plantes un petit peu délicates, ne les sortez pas maintenant. Il y aura des problèmes de froid. Je suis prêt à vous faire un pari qu'avant le 1er mai, on aura encore quelques petites gelées blanches. Ceux qui croient, par exemple, au dicton, vous rappelleront qu'il y a les fameux saints glaces. Vont-ils Mm. revenir pas? Nous verrons bien. Donc, le jardin, quand on respecte les végétaux, quand on ne se lance pas dans des expériences un petit peu douteuses, on y arrive. Versailles, là où je suis, là où je vous parle, existe depuis le 9 mars 1624. C'est la date officielle, c'est la date à laquelle, pour la première fois, Louis XIII, le père de Louis XIV, a dormi dans son château. Ce domaine, donc, a fêté, il y a quelques semaines à peine, ses 400 ans d'existence. Versailles est un domaine qui a connu des tempêtes, qui a connu des ouragans. J'ai connu, moi, du froid qui était si intense que les branches cassaient, on entendait les arbres tomber. Madame de Sévigné elle-même disait qu'il y a eu des froids si polaires sous Louis XIV que les oiseaux mouraient en plein vol. Donc Versailles a connu le froid, la sécheresse, la canicule, et pourtant, le domaine est toujours aussi beau. Pourquoi? Parce que nous respectons simplement la temporalité des saisons, parce que nous ne précipitons pas les gestes du jardinier, parce que bien que nous soyons déjà à la mi-avril, tous nos orangers sont encore dans les orangeries, parce que nous savons que le froid peut parfaitement revenir, que voilà, donc, même si les terres sont inondées, ne travaillez pas une terre humide quand elle est trop en eau. Vous allez faire quantité de dégâts. Tondre une pelouse avec une herbe trop haute quand elle est très humide, vous allez faire des traces épouvantables et vous massacrer visuellement votre jardin pendant quelques temps. Le jardin est une école, je ne cesserai de le dire, de patience, de bonheur et surtout de plaisir. Et en parlant tout à l'heure au niveau des variétés de plantes, au niveau des fleurs, est-ce qu'il existe des fleurs, je pense notamment à des variétés de roses, qui seraient plus résistantes et moins sensibles à la chaleur en plein été? Est-ce que vous, à Versailles, vous avez dû changer certaines variétés pour mieux vous adapter à ces aléas climatiques? C'est Marie-Alexandra, l'une des roses qui étaient autrefois les plus connues, les plus belles, était la rose de Damas. La rose de Damas vient d'un pays qui n'est pas réputé pour avoir des hivers froids et des étés luxuriants. C'est au contraire des régions sèches. Le rosier n'a pas besoin d'excès d'humidité. C'est une plante qui supporte parfaitement l'élévation des températures. Par contre, ce qu'il faut pour qu'un rosier soit heureux en été, c'est qu'il pousse à distance respectable de son voisin, car il a besoin d'air pour que l'air, justement, puisse refroidir la ramure. Observez, par exemple, un cactus. Un cactus, on connaît tous. Les cactus, ce sont des plantes, généralement comme des colonnes, avec des épines. Les épines ne sont pas installées de n'importe quelle méthode. Tous les cactus, vous remarquerez, ont des épines identiques et disposées de la même manière. Eh bien, ces épines de cactus
fonctionnent un petit peu comme un radiateur de voiture, tu sais, avec des ailettes. Elles sont disposées de manière à ce que le vent, en s'engouffrant dans les épines, favorise le refroidissement de la chair du cactus. La plante est donc sensible à son environnement. Et les rosiers, pour y revenir, ont donc besoin de soleil et d'air. Et quand vous plantez des rosiers en situation ensoleillée, ne cherchez pas un rosier sans soleil, ne fleurit pas. Hein, donc ça n'a aucun intérêt. Je raconte, je ne donnerai pas le nom de l'épouse d'un président de la République, mais qui voulait absolument obliger un jardinier à l'Élysée à installer dans un endroit ombré des rosiers. Et tous les ans, cette dame était en colère parce que les rosiers ne fleurissaient pas. Et tous les ans, je ne dis pas qu'elle accusait le jardinier d'être incompétent, mais presque après, à la limite. Et pourtant, eh bien non, c'est simplement le rosier, il a besoin de soleil. Donc, chaleur, ce n'est pas un problème pour le rosier, mais attention à ne pas confondre chaleur, canicule. Et d'ailleurs, j'en profite même pour distinguer deux mots, canicule et sécheresse. Ce ne sont pas les mêmes conséquences. La sécheresse, c'est le manque d'eau. Et pour lutter contre le manque d'eau, il suffit d'arroser. Le danger qui nous guette, c'est la sécheresse sur une longue durée, mais la canicule également. Vous-même, Marie-Ève, par exemple, si vous êtes à la plage exposé en plein soleil, en pleine canicule, eh bien, vous pourrez boire autant de litres d'eau que vous voudrez. Ça ne vous empêchera pas de prendre un coup de soleil. Eh bien, c'est la même chose que les plantes. Ce n'est pas parce qu'il y a de la sécheresse, donc il suffit de mettre de l'eau, mais la canicule empêche la plante de vivre normalement. Et avant qu'un rosier ne souffre d'une canicule, il faut vraiment que les températures soient très, très élevées. Et on est encore loin de cette conséquence en France métropolitaine, bien évidemment. Merci. Moi, je vous propose de passer aux questions parce il y en a quand même quelques-unes. Il y a notamment Denis qui nous dit goutte à goutte. Alors, on repart sur l'arrosage. Goutte à goutte, on le met en dessous ou au-dessus du paillage? Alors, non, à partir du moment où, alors là aussi, il faut se simplifier. Mettre un paillage, mettre un goutte à goutte, pourquoi pas? Mais le jardin doit rester aussi, pas seulement un plaisir visuel, mais aussi une activité. C'est-à-dire que si on met un goutte à goutte, si on met un paillage pour ne plus arroser et pour ne plus désherber, pourquoi pas? Mais c'est quand même, ça perd un petit peu le jardin, perd de son charme. Mais il y a aussi des gens qui sont âgés, qui ont des problèmes de dos, des personnes handicapées également qui ont le droit de vivre dans un beau jardin. Non. Donc, si on met du paillage et si on met du goutte à goutte, le goutte à goutte sous le paillage, bien entendu. Mais attention, attention, car si le paillage évite, comment dire, l'évaporation de l'eau, il faut aussi que la terre puisse respirer. Goutte à goutte, paillage, ça peut être l'occasion qu'il y ait malheureusement la venue de quantité de petits insectes nuisibles, de champignons. Donc moi, je ferai paillage ou goutte à goutte, mais j'éviterai quand même l'emploi des deux. Oui, vas-y, Marie-Alexandra. Alors, elle a disparu, elle est apparue tout le temps dans les... Ah, alors sinon j'en ai une. Je voudrais donc quelqu'un qui dit je voudrais faire un massif de fleurs vivaces. Lesquelles me conseillez-vous pour avoir un massif fleuri de juin à septembre? Je suis exposée plein sud. C'est toujours très compliqué de donner des fleurs, parce que quand on donne des fleurs, on pense à l'instant T. Si par exemple on me parlait de plantes vivaces maintenant, je serais tenté de vous répondre les pivoines. J'aime les pivoines. Je trouve que cette fleur est absolument sublime. Sublime. Oui, mais dans un mois, que va-t-il se produire quand il n'y aura plus de pivoines? Alors, je peux vous parler des iris. Les iris, c'est magnifique, les iris. Enfin, c'est toujours donc très difficile de donner le nom des plantes dites vivaces. Peut-être l'occasion de rappeler les trois types de fleurs qui existent. Les fleurs annuelles. Les fleurs annuelles, ce sont des plantes généralement que l'on sème au printemps, qui vivent le temps d'un été et qui disparaissent avec l'arrivée des gelées. Vous avez ensuite les plantes dites bisannuelles, à savoir qui ont un cycle végétatif à cheval sur 2 ans. On les sème en 2024, elles vivront et fleuriront sur 2024 et 2025. Et les plantes vivaces, qui sont donc des fleurs qui se régénèrent d'une année sur l'autre ou qui survivent aux hivers sans intervention humaine. Il y a 15 à 20 000 variétés, comment dire, disponibles, espèces, variétés, genres, etc., de plantes vivaces. Donc, il y a tellement, tellement de plantes. L'avantage du jardinage, c'est que l'on peut choisir des plantes pour faire un massif, comme on choisit une peinture pour faire un tableau. Je serais tenté, à votre question, de répondre quelle est la surface du massif
qu'il est exposé, mais c'est un massif qui est plat, en sol rocailleux. Est-ce que vous le voulez façon rocaille ou massif? C'est une question beaucoup trop complexe, mais l'occasion également de consulter les pages du magazine Notre Temps, l'occasion d'aller en jardinerie également de temps en temps, de se faire plaisir. Il y a tellement de plantes que l'on risque d'oublier parce que je n'y penserais pas, que ce serait dommage parfois de passer à côté. Un jardin aussi, c'est un coup de cœur. Le jardin, c'est de temps en temps se promener dans un parc, dans une jardinerie tout simplement, et d'être en admiration devant une petite plante que l'on ne connaissait pas et que l'on découvre et que l'on a envie d'avoir chez soi. Quittons le domaine des vivaces un instant. Ce matin, je pensais au crocus. Eh bien oui, on pense tous les ans, quand on pense bulbe, on pense aux jonquilles, les narcisses, si vous préférez, on pense aux jacinthes, comment faire pour garder les jacinthes d'une année sur l'autre, question qui est récurrente. Et puis on pense bien sûr aux tulipes, parfois aux frétillaires. Qui vous parle aujourd'hui des crocus? Plus personne ne parle des crocus. Qui vous parle encore des glaïeuls? C'est magnifique le glaïeul dans le jardin. Les bouquets de glaïeuls, il n'y a pas plus kitsch. J'adore les bouquets kitsch. C'est un petit peu dommage. Et donc, les vivaces, c'est un petit peu la même chose. Le tort des vivaces, c'est qu'elles ont souvent des noms un peu compliqués à retenir, mais il est vrai que le mieux, c'est, je ne peux pas donner de nom. C'est comme si la dame qui pose la question me demandait quelles sont les couleurs idéales pour un tableau. Elle dirait tout dépend de la grandeur de votre tableau et ce que vous souhaitez exprimer. Alors, une autre question sur un insecte dont on entend de plus en plus parler. Quelle plante pour faire fuir les moustiques tigres qui effectivement se retrouvent dans toute la France maintenant? Alors, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous faire sourire. Lorsque je suis arrivé à Versailles il y a maintenant bien longtemps, on me disait que la fritillaire était une fleur qui éloignait les taupes. Et il s'avère qu'il y avait une pépinière que nous appelons la petite pépinière qui était régulièrement attaquée par les taupes. Du haut de mes 25 ou 30 ans, je dis à mes collaborateurs, écoutez maintenant, ça y est, j'ai appris ça, la fritillaire fait fuir les taupes, on ne s'en met plus, entourons la pépinière de fritillaire et les taupes ne viendront plus. Les taupes, aujourd'hui, elles en rigolent encore. Alors, tout ça pour vous dire que quand on parle de produits qui tiennent à distance les insectes, j'ai un doute. On vous dit que les pélargoniums, parce qu'il y a de l'acide pélargonique qui rentre dans la composition des insecticides, que les pélargoniums éloignent les moustiques. Ce n'est pas parce qu'un moustique ne va pas aller se poser sur un pélargonium qu'il va forcément venir, éviter de venir vous piquer. J'en doute quelque peu. J'ai des amis qui ont des pélargoniums à leur fenêtre de chambre. Je peux vous garantir que la nuit, en été, ils ferment la fenêtre parce que le moustique, il va quand même rentrer. Alors, je me garderais bien de dire que tel ou tel insecte est éloigné par tel ou tel vent parce que je n'y crois pas vraiment. Vous avez un constat, la fougère. Nous connaissons tous la magnifique fougère aigle qui orne les sous-bois des forêts du sud ou du sud-ouest. Vous observerez que cette fougère n'est jamais mangée par les bestioles, jamais. Il n'y a jamais d'insectes qui la grignotent. Et pourtant, il y a quantité d'insectes dans ces forêts. Ce n'est donc pas parce que l'insecte n'aime pas une plante qu'il va forcément rester à distance. Alors peut-être que les produits à base de géranium ou à base de tel ou tel produit vont permettre de tenir à distance les insectes, mais je ne crois pas que l'on puisse, dans un jardin, éloigner les insectes en y plantant des végétaux. D'accord, merci. Marie-Odile nous demande, mon hibiscus, entre parenthèses, il est en pot à l'intérieur, ne fait plus de fleurs. Comment le faire refleurir? L'hibiscus, c'est très joli cette plante. Elle offre des fleurs en tronc de couleur rose, bleue ou blanche. Et c'est une plante qui ne demande pas des soins particuliers, mais une plante en pot, elle a besoin de nourriture et elle a besoin de manger ce qu'elle a dans la terre. Or, dans le pot, eh bien, les racines sont bloquées, elles ne peuvent pas aller au loin. Alors, je vais donc donner, si vous êtes d'accord, un petit truc. Rempoter une plante, lui donner de la nourriture sans changer de pot. Parce que quand on parle de rempotage, très bien, mais quand vous avez déjà chez vous une plante en pot, dans un grand pot, vous n'allez pas finir avec un pot de 3 tonnes au bout de 20 ans. Chez vous, il faut à un moment donné redevenir raisonnable. Nous avons à Versailles des orangers qui vivent dans des caisses depuis 300 ans. Comment fait-on pour qu'elles restent dans la même caisse au bout de 300 ans? Eh bien, ce que je vais vous expliquer maintenant est valable pour l'hibiscus de notre ami. Il suffit simplement pour cet hibiscus, après le semblant de floraison s'il y a cette année, ou donc, s'il y a eu des fleurs, on attend qu'il y ait eu des fleurs. Et s'il n'y a pas eu de fleurs, on fera l'intervention
après la période qui aurait dû voir fleurir l'hibiscus, on retire délicatement la plante de son pot. Là, je pense que vous me suivez. On découpe en périphérie de la motte 2 à 3 cm de terre. On supprime donc une bande de 2 cm d'épaisseur sur l'ensemble de la motte qui contient donc l'hibiscus. J'espère que vous me suivez toujours. On remet l'hibiscus dans le pot avec cette motte qui a donc été réduite. Là, vous complétez de part et d'autre par un terreau bien frais et riche en compost, et la plante va donc redévelopper des racines car on lui a coupé et elle arrive dans une terre qui est neuve, et ça va donc donner de l'énergie à l'hibiscus qui refleurira l'an prochain. Merci beaucoup pour ces bonnes idées. Une question de Richard qui vous pose directement la question. Que pensez-vous, Monsieur Baraton, des Oyas? Des Oyas. Je me pose la question. J'ai du mal à y croire. Alors, je parle très, très honnêtement, mais la question est la suivante. Les Oyas, ce sont donc des poteries généralement en terre cuite. Les Romains les utilisaient beaucoup. Ils les enterraient dans la terre et il paraît que par capillarité, cette eau contenue dans cette jarre sous terre permet à une plante à côté de profiter à un rythme tranquille de l'eau. Quand vous avez des Oyas dans votre bureau et que vous les remplissez d'eau, l'eau ne coule pas à côté. J'ai du mal à comprendre, honnêtement, je ne suis pas convaincu que ce soit aussi efficace qu'on le prétend. Alors, certains vont vous dire, mais les Romains le faisaient bien. Peut-être, c'est joli, c'est amusant, et j'aime bien également l'idée que le jardin soit une source d'expérimentation. Vous savez, je suis un vieux jardinier, mais j'ai également conscience de temps en temps qu'on n'est pas forcément bon en tout. Il y a un dicton chinois que j'aime beaucoup et qui dit que l'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin partout. Et ce n'est pas parce que j'ai plus de 45 ans de maison que je suis bon en tout, loin de là. Et les Oyas, eh bien, je me pose la question. Nous avons cette année, à Versailles, dans le jardin du parfumeur, pour être très précis, nous avons décidé de tester l'efficacité des Oyas, tout simplement. Nous avons donc choisi des plantes qui seront plantées à proximité de Hoya et d'autres qui ne seront absolument pas dans cette situation. Et nous pourrons ainsi constater les résultats. Mais là, objectivement, j'ai quelques doutes au sujet de l'efficacité. Votre humilité vous honore, en tout cas. Je voudrais quand même préciser que ce n'est pas parce que les Romains utilisaient les Oyas que c'est forcément efficace. Lorsque j'étais petit à l'école, on me rappelait, c'était M. Sully qui parlait, que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Et on sait qu'aujourd'hui, le labourage en agriculture n'est pas une bonne chose. Donc, de temps en temps, même après plusieurs siècles de pratique, on peut parfois se remettre en question. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un d'autre qui a un olivier en pot qui végète, la personne demande, dois-je le mettre en pleine terre pour qu'il retrouve des forces et quelle exposition choisir? Je ne l'arrose jamais, juste l'eau de pluie, j'habite en Île-de-France. Et ce n'est pas un olivier, c'est MacGyver. Parce qu'être capable de rester dans une telle situation, attendez, déjà, il m'arrive parfois de laisser libre cours à ma fantaisie ou à mon romantisme. Et j'ai toujours dit qu'un arbre en pot, pour moi, est un peu comme une hirondelle en cage. Je trouve ça un petit peu triste. Et un olivier, ce n'est pas une plante qui est faite pour vivre en pot. Alors, au début, oui, on vous offre un olivier, il est beau, il est magnifique, vous le mettez sur votre balcon. Mais au bout d'un moment, cette plante, elle a besoin de vivre. Et effectivement, quand on sait que dans les régions sèches, eh bien, il étale ses racines à des profondeurs incroyables, cette plante, soit elle est cultivée en pot, dans quel cas il faut l'arroser de temps en temps, et pas qu'un peu, elle a aussi besoin d'eau. Ce n'est pas, parce que c'est un peu, l'olivier, c'est un peu comme le dromadaire. Le dromadaire, il boit peut-être rarement, mais quand il boit, c'est 60 litres d'un coup. Donc l'olivier aussi, il a besoin d'eau. Donc de temps en temps, eh bien, la plante, effectivement, il faut l'arroser. Mais très honnêtement, si notre ami a l'occasion de planter son olivier en pleine terre, il ne peut pas imaginer la chance qu'il aura, après d'avoir planté son olivier, d'aller le saluer de temps en temps. Et un jour, il deviendra très vieux, ou ses enfants ou petits-enfants, ils découvriront l'arbre que Pépé ou grand Pépé a planté. Vous verrez la fierté qu'on a de se dire, cet arbre, il était sur le balcon de mon aïeul. Aujourd'hui, c'est devenu un géant dans la nature et j'en suis très heureux. Une question sur le noyer. J'ai un noyer dont l'ombre s'étend quelques heures par jour sur une partie de mon potager en juillet et août. On m'a dit que c'était plutôt une bonne chose, le noyer apportant de l'humidité à mes cultures.
Qu'en pensez-vous? C'est assez amusant que, vous voyez, là, en me posant cette question, je me demande si cette question, elle est posée spontanément ou si, je ne mets pas en doute la personne qui pose la question, bien sûr, mais si cette personne ne veut pas s'amuser un petit peu et prendre le jardin que je suis au dépourvu. Parce que déjà, un potager n'aime pas l'ombre. Et le potager n'a pas besoin d'être à l'ombre une partie de la journée, c'est faux. Les plantes potagères, dans leur immense majorité, sont des plantes de plein soleil. Mais surtout, le potager, le noyer, est un arbre qui produit de la juglande. D'où le nom, d'ailleurs, juglans nigra, c'est le nom botanique du noyer. Et cette substance a pour inconvénient d'annihiler tout ce qui pousse sous un noyer. On sait très bien qu'on ne dort pas sous un noyer et que rien ne pousse, ou presque sous un noyer. Donc, faire un potager en dessous d'un noyer, il n'y a pas mieux pour rater son potager. Donc, pas de potager. D'accord. Alors, c'était peut-être un jardinier débutant, en fait. Hein, Peut-être avec les débutants, mais non, Voilà. il faut être très clair. Les plantes des potagers sont souvent, pas toujours, mais il y a très peu de légumes qui aiment pousser à l'ombre. Vous savez, les plantes souvent ont besoin de lumière, de quantité de lumière. Je vais vous donner un petit conseil. Bon, souvent, on a des idées sur les végétaux un petit peu folles. Le camélia est une plante qui ne craint pas le froid. Le camélia à -30, il est très heureux. Ce que ne supporte pas le camélia, c'est en été le soleil brûlant de midi. C'est-à-dire que quand vous avez un camélia, plantez-le chez vous de manière à ce qu'en été, entre midi et 14 ou 15 heures, il soit en situation ombrée. Et on sera très heureux, ce sera parfait. Mais dans un jardin, ce qui donne la qualité de toutes ces plantes, c'est justement le soleil. On a de temps en temps quelques plantes qui aiment bien avoir un petit peu plus d'ombre. On les mettra près d'un mur, au pied d'un arbuste, mais plein soleil pour un potager. On n'a jamais vu les potagers des grands chefs, on n'a jamais vu ces grands potagers comme à Saint-Jean-de-Borga, comme à Château Colbert, ou comme même le potager de Versailles, avec des arbres. Ce ne sont pas des arbres fruitiers palissés le long d'un mur. Donc, plein soleil pour le potager, c'est une règle absolue. Alors, Richard nous demande encore, j'ai des broméliacées en pot qui se reproduisent chaque année et je mets les jeunes pousses dans un autre pot depuis 10 ans. Est-ce infini ou un jour tout cela s'arrêtera? Eh bien, ça, c'est le mystère de la vie. C'est le Mhm. mystère de la vie. Les broméliacées, ce sont des plantes originaires des tropiques. Elles ont des fleurs très colorées. Ce sont des plantes assez extraordinaires. Mais de temps en temps, la nature est très particulière. Moi, je ne peux pas répondre de temps en temps, je veux dire, à la place des plantes. J'avais dans mon jardin, j'ai toujours d'ailleurs un pêcher. Il y a une petite dizaine d'années, l'arbre fruitier était couvert de pêches, toutes plus grosses les unes que les autres, toutes plus bonnes les unes que les autres. C'était une merveille. Et puis, l'année suivante, il m'a donné des pêches qui n'étaient pas très bonnes. Elles étaient acides, de peu d'intérêt. Et l'année suivante, pas une pêche. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi certaines années, dans mon jardin, eh bien, les noisettes sont envahies par le balanin, un petit insecte qui fait des trous. Pourquoi d'autres années, il n'y en a pas? Et pourquoi l'an dernier, je n'ai pas récupéré une seule noisette? Je ne sais pas. Et donc là, on a affaire à une plante, donc le broméliacée, qui a envie de se reproduire. Généralement, je ne veux pas inquiéter la personne qui a posé la question, mais généralement, quand une plante a autant d'envie de se reproduire, c'est qu'elle pense déjà à l'après et qu'elle amorce peut-être une fin. Vous êtes chez vous, vous avez un cerisier, il n'y a pas eu une fleur dans votre cerisier depuis 20 ans. Et là, d'un seul coup, l'arbre, il est en fleurs, mais incroyable. Ne vous illusionnez pas, c'est le chant du cygne. La plante, sachant qu'elle va mourir, va certainement, avant de mourir, assurer une descendance nombreuse. Des expérimentations scientifiques ont lieu aux Pays-Bas il y a quelques années dans des semis de salade. On a fait des petits semis sur des terrines remplis avec du terreau, de graines de salade que l'on a mis dans une cave. Or, il n'y a pas de lumière, donc la graine ne peut pas germer et la plante n'a pas germé. Et on a envoyé de la fumée ensuite dans la cave. Eh bien, la plante a dû sentir que la maison brûlait. Avant de mourir, elle s'est dit, on va peut-être assurer une descendance. Eh bien, là, contrairement à toutes les attentes, les graines se sont mises à germer. Donc, les broméliacées, cette broméliacée qui est en train de donner naissance à quantité d'enfants, eh bien, elle seule sait si elle est en forme ou pas. Vous avez des êtres humains
qui sont papas de familles très, très, très nombreuses. Moi-même, je suis une famille de 7 enfants. Beaucoup de mes camarades sont fils uniques ou filles uniques. Donc, je ne peux pas vous dire quel est l'avenir de la broméliacée, mais en général, je dis bien en général, une plante qui donne naissance à beaucoup d'autres a une espérance de vie nettement plus. Oui, c'est un peu ce que vous disiez aussi sur Oui, le géranium qui sent que il va manquer ah d'eau, oui, tout à il va fait. mourir de soif et du coup il se Oui, remet à faire des fleurs, c'est mais ça. oui, vous savez, c'est quand même important de le préciser. On a tendance à l'oublier, mais les plantes, les fleurs sont capables de percevoir leur environnement. Lorsque vous avez le fameux géranium dont je vous parlais, qui est chez vous à la fenêtre de votre cuisine, ne vous illusionnez pas, regardez bien, les feuilles et les fleurs se dirigent vers la lumière. La plante est donc capable de savoir où elle se situe dans la pièce. Elle ne se trompe pas, elle se dirige là où il y a la lumière. Changez l'ordre de votre plat, de votre plante, tournez là par exemple, vous verrez que les plantes retourneront vers la lumière. Vous allez dans les régions très ventées où les arbres restent rabougris et évitent de trop se développer, eh bien les plantes se penchent du côté de la terre parce que justement, que si les vents dominants venant du grand large et que les graines viennent à tomber, ce ne soit pas dans l'eau mais sur la terre. Donc la plante est capable de percevoir son environnement. Aujourd'hui, on ne sait pas tellement ce que le comportement, je dirais, intime d'une plante se traduit, mais une chose est sûre, les plantes n'ont pas encore révélé tout leur secret. On sera peut-être curieux dans 50, 100 ans ou davantage d'apprendre que finalement, les plantes en savent beaucoup plus que nous ne pourrions croire aujourd'hui. Mm. Une question de Maryse. Ma glycine ne fait que des feuilles et aucune fleur. Que dois-je faire? Rien, ne rien faire et surtout ne rien faire. Parce que dans 99% des cas, quand des personnes s'étonnent que leur glycine ne fleurit pas, eh bien, ils ont mis de l'engrais parce qu'ils veulent absolument. Voilà. Or, les engrais favorisent le développement des feuilles. La caprice, la glycine est très capricieuse. Mais je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a une trentaine d'années, au hameau de la Reine, c'est le village de Marie-Antoinette, il y avait un vieux jardinier, Jules, qui nous a quittés il y a longtemps, qui était un passionné. Et il y avait une glycine qui ornait une poutre de soutien de la maison de la reine. Cette glycine était fleurie d'une manière mais abondante tous les ans, mais peut-être depuis 30 ou 40 ans. Et puis, sur le poteau d'à côté, il y avait une plante qui était morte et nous l'avions remplacée. Et l'année suivante, donc, nous mettons une clématite et la glycine ne fleurit pas. L'année suivante, la glycine ne fleurit toujours pas. Et Jules me dit, ne cherchez pas, la glycine est jalouse, elle n'a pas aimé qu'on lui mette une autre plante à côté, et pour vous montrer qu'elle n'est pas contente, elle a décidé d'arrêter de fleurir. Il me dit, moi, je vais couper la clématite. Je lui dis, faites comme vous voulez, mais votre histoire, elle ne tient quand même pas la route. Il a donc coupé la clématite. Et bien, le lendemain, l'année suivante, la glycine était couverte de fleurs. Mm. Ouais, Donc, incroyable. les clématites sont des plantes capricieuses qui ne demandent pas d'engrais et qui, lorsque vous les taillez trop, lorsque vous les coupez, voilà. En fait, je dirais, les glycines fleurissent pratiquement quand elles le veulent. Les glycines sont des plantes redoutables, capables de tordre des terrasses et en fer forgé de manière incroyable. C'est une force incroyable. Mais voilà, quand on taille une glycine en automne ou au printemps, il faut éviter de tailler n'importe où, n'importe comment, parce que quand une plante comme la glycine se sent en manque de parties vitales pour sa vie, c'est majoritairement des feuilles qu'elle produit, et pour ce faire, elle est vraiment très dure. Ouais. Alors, Alain, on va arriver au terme de ce webinaire. Donc, j'en profite pour vous remercier vraiment chaleureusement pour toutes ces réponses, voilà, y compris pour les internautes, donc des réponses personnalisées. Je reviens peut-être à notre sujet qui est celui du jardin ou de la culture, de la nature à l'heure du réchauffement climatique. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez déjà pu constater, c'est un peu ce que disait au début Marie-Alexandra, qu'en effet, à Versailles, où que l'on soit, on est déjà en train de changer de plante, voilà, de faire évoluer son jardin, de faire évoluer les choix de plantation à cause du réchauffement climatique. Oui, mais tout est très complexe, Marie-Ève, malheureusement, parce que lorsque vous changez de végétation, eh bien, vous changez aussi l'obligation alimentaire de quantité de petits êtres comme les oiseaux. Et ce Oui. n'est pas parce que vous plantez de nouveaux arbustes
que les oiseaux vont venir se nourrir. Donc, il faut être capable pour son jardin de l'accompagner de changements pour lui permettre d'aborder le changement climatique en douceur, mais il faut surtout tout faire, et je reprends vos propos de début de conférence, de maintenir la biodiversité, remplacer vos haies de thuya ou de laurier par des haies composées avec des arbustes et des fleurs, cesser de tondre la pelouse de manière abusive, privilégier la binette, oublier les désherbants chimiques. Je vous assure que l'huile de coude vous donnera de très bons résultats. Un, pour lutter contre l'obésité, car il faut savoir que le jardinage permet de lutter contre l'obésité et ça permet même aux personnes un petit peu en situation de stress eh bien, de lutter justement contre les désespoirs. Il faut également que le jardin reste encore du bonheur. Faites-vous plaisir, mais que ça ne soit pas un lieu de contrainte. Commencez petit à petit, effectivement, à planter des variétés ou des fleurs moins gourmandes en eau, privilégier les essences les plantes qui n'ont pas besoin de tonnes d'eau, comment dire, en été, bien évidemment. Arrêtez de recouvrir le jardin de plastique pour protéger telle ou telle production. Faites que votre jardin soit esthétique, mais faites tout de grâce pour attirer les oiseaux. Et quand il y a quelques petits pucerons qui viennent se poser sur votre rosier, eh bien, regardez-les avec curiosité, parce que les pucerons sont des êtres extraordinaires qui méritent de temps en temps davantage de notre attention. Je vais juste vous donner un exemple pour les pucerons, pour encourager ceux qui nous écoutent à ne pas les détruire. Le puceron, quand on regarde, souvent, il n'a pas d'ailes. Et je connais des gens qui se disent, mais comment est-il possible que là où j'habite, au 9e étage de mon immeuble, il y ait des pucerons sur mon géranium alors qu'il n'a pas d'ailes? Comment est-il venu? Eh bien, le puceron est une bestiole qui envahit une plante et qui se nourrit tranquillement. Et quand il manque d'espace ou de nourriture, eh bien, la génération suivante, elle, est dotée d'ailes. Elle peut donc se déplacer, conquérir un nouveau territoire. Et la génération d'après n'aura donc pas besoin d'elle et n'aura plus d'elle pour se déplacer. Avouez que c'est quand même assez extraordinaire. Quand on voit comment les coccinelles sont capables de se mettre en scène pour effrayer les prédateurs par une odeur pestilentielle qu'elle dégage, par cette couleur rouge incroyable, et cette faculté à faire le mort en présence d'un oiseau. Elle est même capable de se mettre sur le dos et faire croire qu'elle est morte. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, arrêtons de massacrer les petits insectes, on en a besoin. Faites tout pour attirer les oiseaux. On ne voit plus dans les jardins les bouvreuils, les moineaux ou encore les mésanges. Mettez de la diversité et faites en sorte que quand vous partez en vacances et que vous revenez un mois plus tard, vous retrouviez votre jardin en bon état parce que vous avez mis des plantes capables pendant quelques temps de vivre sans eau. Eh ben, écoutez, sur ces belles paroles, merci à nouveau. Merci à tous nos internautes. Donc, voilà, on était quand même plusieurs poignées, on va dire. Voilà, il y avait du monde. Donc, merci à tous. Merci encore Alain. Merci Marie-Alexandra. Merci Alain Marathon pour ce Merci à vous. échange. Et puis, écoutez, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.